Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la sixième je pense, où nous allons parler toujours du mouvement, du rythme et des équilibres de plateau concernant vos personnages. Donc dans la vidéo d'avant on avait vu pour tout ce qui était les groupes, les troupes comme je les appelais, et cette fois-ci on va voir tout ça pour les couples et les personnages que j'appelle électrons libres, c'est-à-dire les personnages qui ne sont reliés à aucun autre dans la pièce. Mais avant ça, je voudrais revenir sur, voilà, sur quelques petites choses suite à nos échanges qu'on a eus suite aux premières vidéos. Donc, je voulais revenir sur la psychologie du personnage. Je déteste ce terme. Pourquoi? Parce que ce terme ne veut rien dire. La psychologie, qu'est-ce que c'est? La psychologie, c'est une discipline rattachée au champ de la science. Et elle s'attache à l'étude des faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. Pourquoi je n'aime pas ce terme de psychologie du personnage? Parce que la psychologie, ça a rapport avec l'étude. Et votre personnage est comme un être humain normal, il ne passe pas son temps à s'étudier. On vit tête dans le guidon et on ne réfléchit rarement à ce qui nous constitue. D'accord? Donc, et en plus, ça voudrait dire que avant la fin du 19e siècle, les personnages n'avaient pas de psychologie. Alors pourquoi est-ce que votre personnage, lui, aurait droit à une psychologie, alors que Hamlet, par exemple, n'aurait pas droit à une psychologie? Donc la psychologie, c'est une discipline scientifique, c'est un domaine d'étude. Ça ne concerne donc pas votre personnage. Votre personnage, pour qu'il soit construit avec suffisamment de complexité pour les rendre intéressants, et pour pouvoir créer un système de reconnaissance entre eux et le public, il y a des données autres que psychologiques à prendre en compte. Votre personnage, c'est un être de chair que vous devez incarner. Pour pouvoir incarner ce personnage, il doit avoir des états. Et ceci n'est pas de la psychologie. Votre personnage est traversé par des états. Par exemple, votre personnage peut être enthousiaste, votre personnage peut être apeuré, il peut être nerveux, il peut être indécis. Ce sont des états. Et dans la vie, on ressent ces états, mais on ne passe pas notre temps à les analyser. Ça, c'est une autre démarche. C'est une démarche que vous faites avec un thérapeute, c'est une démarche que vous faites peut-être en lisant des livres, en écoutant des podcasts de psychologues, mais en aucun cas, vous n'avez une psychologie. Vous avez des états qui vous rendent complexes, mais vous n'avez pas une vue globale sur vous. Vous n'êtes pas un œil extérieur à vous-même. Voilà ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas un œil extérieur à vous-même. Vous avez toujours un jugement sur vous, sur vos états. Donc, votre personnage est traversé par des états. Il peut aussi être traversé par des caractéristiques, ou du moins les caractéristiques, c'est ce qu'on voit de votre personnage, ses qualités, ses défauts, les traits du caractère, les tics nerveux. Tout ça, ça construit votre personnage. Mais tout ça, ce n'est pas de la psychologie, ce sont des états et la manière de montrer des états. Votre personnage, il est traversé par des émotions. Et les émotions, il n'y en a pas 15 000. Une émotion de base, c'est le bonheur, la tristesse, la colère, la surprise, la peur, le dégoût, et surtout la faim. Pensez, pensez au personnage de la Commedia dell'arte. Dans la Commedia dell'arte, par exemple, Harlequin, c'est quelqu'un qui a faim.
Et c'est la fin qui le pousse à faire telle ou telle chose. Et forcément, comme c'est de la commedia dell'arte, tout de suite, c'est complètement magnifié. Mais c'est ça, qu'est-ce qui vous pousse à faire les choses? La recherche du bonheur, le fait que vous soyez triste, est-ce que c'est la colère qui vous pousse à faire telle ou telle chose? Le fait d'avoir peur, la surprise, le fait d'être dans le dégoût? Voilà, je pense que pour créer votre personnage, toutes ces choses-là, ces états, ses caractéristiques, ses qualités, ses défauts, ses traits de caractère, ce qui vous meut dans la vie. C'est quoi la force à l'intérieur de vous qui vous permet d'avancer? Est-ce que c'est la colère, la peur, le dégoût, la faim, tout ce que vous voulez? Mais en aucun cas, c'est de la psychologie. La psychologie, je pense qu'il faut la laisser aux psychologues et aux thérapeutes. Mais en aucun cas, vous êtes là pour un traitement pour votre personnage. On ne vous demande pas de sauver votre personnage. On vous demande de l'interpréter, de sentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait quand je suis dans le bonheur, qu'est-ce que ça fait quand je suis dans la colère, pourquoi est-ce que la faim c'est quelque chose vraiment de très reptilien, mais c'est ça, tous les personnages ont faim. Ils ont faim de quelque chose, et cette faim de quelque chose, elle peut être intellectualisée, mais ça reste quand même quelque chose au niveau du ventre. Le personnage, son point d'équilibre, c'est le ventre. Dans une histoire, dans la vie, on est tous poussés par quelque chose, et c'est souvent parce qu'on a faim de quelque chose. Et à vous de trouver les variantes et les ajustements pour vos personnages ou vos groupes de personnages. La comédie, à la base, du temps des Grecs, chez les Occidentaux, chez nous, dans notre culture, c'était quelque chose de populaire. C'est-à-dire que la tragédie, ça concernait le roi, la reine, les empereurs, les impératrices, les dieux, tout ce que vous voulez. Et en fait, la comédie, c'était, on va dire, les gens du peuple. C'était porter à la scène l'imitation de la vie humaine. Et forcément, pour faire rire, cette imitation de la vie humaine, ça allait chercher les côtés les moins glorieux de la nature humaine. Ça allait chercher les imperfections, les faiblesses, les bassesses, les folies. Et en allant là-dedans, ça faisait ressortir l'élément ridicule des caractères des gens et des situations. Et forcément, comment est-ce qu'on met ça sur scène? En mettant du relief sur l'élément ridicule ou sur la bassesse ou des contrastes. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la comédie, c'est du contraste, des oppositions. C'est pour ça que le rire, c'est compliqué. C'est pour ça que dans la comédie, on rit avec, mais on ne rit jamais d'eux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez une comédie et que vous voyez surligner au stabilo les imperfections, les faiblesses des caractères qui sont présents sur scène, en fait, vous rigolez à quoi? Vous rigolez de votre propre nature humaine. Vous rigolez de ces imperfections et de ces faiblesses que vous voyez chez vous. Alors ce n'est pas toujours exactement les mêmes, mais on a tous les mêmes imperfections, on a tous les mêmes faiblesses, on a tous les mêmes folies, les mêmes travers. Quand par exemple, Coluche se moque des beaufs, il ne se moque pas d'un beauf en particulier, il se moque de tous les côtés beaufs, de toutes les petites tentations de beauf que nous on a à l'intérieur. Et c'est ça qui nous fait rire. On ne rit jamais des faibles. On rigole parce qu'on voit à l'intérieur de nous la faiblesse et on voit à l'intérieur de nous le ridicule. Car dans la condition humaine, il y a quand même, je pense, 60% de ridicule. Et forcément, ces 60% de ridicule, nous, en tant qu'êtres humains,
On en a tous un peu à l'intérieur de nous. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était faites attention à ce que vous devez jouer et à ce qui ne vous appartient pas. Un personnage n'est pas là pour tout jouer, à part peut-être dans un monologue. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas. Donc, ne jouez pas ce qui ne vous appartient pas. Alors, ce qui ne vous appartient pas, ce n'est pas forcément votre partenaire, le personnage que vous avez en face de vous, mais ce qui ne vous appartient pas, c'est certaines parties de votre rôle. Je reprends toujours l'exemple du roi ou de la reine. Il n'est pas intéressant de jouer un roi ou une reine, parce qu'il y a autant de rois et de reines que de types de caractères. Donc, quand vous jouez le roi ou la reine, il faut que vous créez un personnage. Mais ceux qui jouent vraiment le roi et la reine, ce sont les gens qui sont autour de vous, ce sont vos partenaires. C'est-à-dire que vous rentrez sur scène et tout le monde commence à faire des courbettes. On comprend que vous êtes un personnage important. Mais ça, c'est pas vous qui le jouez, ce sont les autres. Ça, ce sont les interactions entre personnages. Et comme je l'ai aussi déjà dit, vous décidez d'un personnage, vous voulez incarner un personnage. Jouez les symptômes de ce personnage. Ne jouez pas la maladie de ce personnage. Pour en revenir à notre dernière séance que nous avons faite en visio, voilà, si vous ne pouvez pas jouer quelqu'un qui a un rhume. Ça n'a aucun sens. Mais vous jouez quelqu'un qui se mouche, qui est un peu fiévreux, mais vouloir jouer un rhume, c'est complètement abstrait. Donc restez sur quelque chose de simple, restez sur le symptôme. C'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de concret. En ce qui concerne les mouvements, les rythmes, l'équilibre que vous pouvez avoir quand vous jouez un couple. Un couple, c'est génial. Un couple, c'est génial parce que c'est quand même ce qui a de peut-être le moins naturel du monde. Le couple, ça tient de la magie. Comment est-ce qu'on se retrouve en couple avec quelqu'un? Comment c'est le début d'un couple et comment c'est quand c'est un vieux couple? Tout ça, vous devez l'assimiler. Tout ça, vous devez le construire dans votre couple. Dans la pièce de théâtre que nous jouons, il y a des vieux couples et il y a des nouveaux couples. Le couple, c'est intéressant parce que c'est vraiment la base du jeu théâtral, c'est-à-dire c'est la réunion des contraires, c'est un jeu des opposés et des contraires. Donc, définissez votre couple. Essayez de voir ce que mentalement, au niveau des états, votre couple donne sur des choses opposées et essayez de regarder aussi physiquement ce qu'est votre couple au niveau des opposés et des contraires. Donc faites des listes d'adjectifs, faites des listes de mots, gros, froid, faible, vivant, est-ce que je suis en couple avec quelqu'un de long pendant que moi je suis quelqu'un plutôt de court, quelqu'un de gros alors que moi je suis plutôt quelqu'un de maigre, quelqu'un de calme alors que l'autre est plutôt quelqu'un d'énervé, est-ce que dans mon couple je suis la personne qui est ouverte ou est-ce que dans mon couple je suis la personne fermée. Enfin, le couple est un terreau extra riche pour le théâtre. Donc, d'abord, définissez votre couple. Essayez de réunir vos contraires. Un couple, c'est ça, c'est la réunification des contraires et voir comment ça marche. Et forcément, à l'intérieur du couple, les choses bougent. Mais c'est toujours, en plus c'est un ressort du comique,
il faut toujours que ce soit au niveau des contraires, au niveau des opposés, au niveau de, voilà, de tout ce qu'on pourrait dire des effets miroirs. Voilà. Donc pensez à ça pour votre couple. Voilà, est-ce que votre couple, c'est un couple qui s'aime? Est-ce que c'est une construction sociale? Pourquoi est-ce que ces deux personnes-là sont en couple? Il y a plein de choses à faire avec les couples. Voilà, les couples, ça c'est vraiment, au théâtre, ça devient des duos. Regardez, là aussi, comme toujours, puisez, puisez partout, dans la rue, chez vos amis et sur Internet. Outils magiques, parfois, il n'y a pas que du mauvais dans Internet, mais faites des recherches. Pensez, pensez comme, je veux dire, marque, le couple marque les spectateurs. Les spectateurs redemandent du couple et redemandent des couples qui fonctionnent. Demandez-vous pourquoi ces couples fonctionnent. Regardez, regardez Claude Jansac et Louis de Funès. Regardez Richard Burton et Elizabeth Taylor dans Qui a peur de Virginia Woolf, la pièce d'Edouard Albee. Qu'est-ce qui marche chez eux? Regardez des duos, regardez des couples, regardez Laurel et Hardy, regardez, je sais pas, Charlie Chaplin et Paulette Goddard. Qu'est-ce qui marche? Quel est le fil invisible? C'est pas tant un fil, c'est une sorte d'élasticité, comme si c'était qu'une seule personne avec des têtes reliées par un élastique. Votre couple, vous le construisez comme ça. C'est trouver cette complémentarité faite de contraires. Un couple, c'est pas forcément le grand amour, surtout dans cette pièce-là. Donc, essayez de le définir. Essayez de définir votre couple aussi par rapport aux autres couples dans la pièce. Dans la pièce, on va partir du principe qu'il y a 3 couples. Il y a 2 couples, on va dire, de personnes relativement âgées, ou du moins de vieux couples, et un couple neuf, un couple en devenir. Il y a des couples qui ont peut-être eu des enfants, il y a des couples qui n'ont pas eu d'enfants. Ça aussi, c'est aussi une autre façon d'envisager les différences. Pas à l'intérieur du couple, mais à l'intérieur de 2 couples. Donc essayez, voilà, essayez de créer un couple, et surtout, les couples qui sont dans cette pièce, ils sortent pas de nulle part. Soit c'est des archétypes, soit c'est des gens que vous pouvez observer dans votre milieu professionnel, dans votre milieu familial, dans votre quartier. Observez votre couple, observez les couples et choisissez-en un. Vous pouvez très bien calquer votre couple sur un couple déjà existant. Il suffit de trouver les bons fondements. Donc vos couples, par exemple pour les 2 couples, pour les 2 vieux couples, il faut aussi que les 2 vieux couples aient quelque chose en commun et aient quelque chose de différent. Là, tout de suite, en exemple, par exemple, entre les 2 couples, je sais qu'il y en a un qui est un couple, on va dire statique, un couple passif, qui attend les événements de la vie, que quelque chose se manifeste, alors que l'autre couple est plutôt un couple un peu plus dans l'action, un peu plus dans la malice. Il faut aussi se dire, dans un couple, quelles sont les ruptures, quels sont les points où les énergies, les mouvements, les équilibres à l'intérieur du couple ne marchent pas. Donc il y a forcément tout le côté, les états de la personne. Est-ce que est-ce que je suis la personne ouverte dans mon couple ou est-ce que je suis la personne fermée ou est-ce que c'est mon conjoint qui est la personne ouverte ou la personne fermée, la personne calme, la personne forte. Voilà, ça peut être aussi des choses beaucoup plus sur la lumière. Est-ce que je suis la personne lumineuse ou la personne plutôt terne, euh, la personne facile, la personne difficile.
la personne foncée, la personne claire, la personne vivante, la personne calme, mais il y a aussi dans le rythme, observer les couples qui marchent dans la rue. Est-ce que c'est des gens qui marchent du même pas, synchronisés, ou est-ce qu'il y en a un qui lambine derrière? Est-ce qu'il y en a qui fait un pas pendant que l'autre derrière, il en fait cinq? Voilà, il y a tout cela à chercher dans les couples. Dans les couples, par exemple, le couple Yannick-Patricia, il faut bien définir les personnages. Et il faut les définir par rapport aux autres. C'est-à-dire que dans les couples de la pièce, c'est la femme qui mène. D'accord? Mais elle mène de différentes manières et le mari est abruti de différentes manières selon le couple. Alors, j'aime pas trop le mot abruti parce que tout de suite ça fait un jugement. Mais on voit très bien dans cette pièce que ce sont les maris qui sont écrasés par leurs femmes, mais ce qui les rend bêtes ou abrutis. Mais ce n'est pas le même type d'écrasement, ce n'est pas le même type d'oppression. Donc, aussi à vous de voir quel type d'oppression, et cette oppression, vous pouvez la connaître en pensant aux faiblesses. Il faut que tous les hommes de ces couples-là pensent à leur talon d'Achille, à leur faiblesse et comment leur femme l'utilise. Et pourquoi elle l'utilise. Donc ça, c'est pour le couple. Le couple, c'est voilà, le couple, c'est magique et il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Des couples tragiques, Elizabeth Taylor, Tim Burton, n'importe quoi. Elizabeth Taylor, Richard Burton, des couples complètement délirants, Jean Sac de Funès, des couples poétiques, comment elle s'appelle, Paulette Goddard, Charlie Chaplin. Il y en a plein. C'est un des terreaux du théâtre. En ce qui concerne les électrons libres, les personnages seuls, la construction du personnage seul, ça équivaut à peu près aussi à la construction des personnages en couple. C'est-à-dire que la réunion des contraires, voilà, c'est pas en face à face dans un miroir avec la personne avec qui constitue votre couple, mais c'est trouver la même chose à l'intérieur de chaque personnage. Construire ce personnage seul, c'est lui donner une façon spécifique d'agir, une manière unique d'être, de désirer, de vouloir. Et tout ça, ça constitue votre personnage. Il faut que vous trouviez l'unicité de votre personnage. Alors forcément, mais comme pour les personnages qui sont en couple, il faut avoir conscience de ce que votre physique dégage par défaut. Et ensuite, construire votre personnage à partir de ça. Donc notamment, faut connaître et choisir les points d'ouverture, les points de fermeture dans le corps, mais aussi dans l'esprit de votre personnage. Euh, Si votre personnage est aérien ou terrien ou aquatique, si c'est quelqu'un qui est dans le rythme ou si c'est quelqu'un qui est toujours totalement hors du rythme, arythmé, si c'est quelqu'un de direct ou de quelqu'un indirect, il y a beaucoup de manières pour construire un personnage, que ce soit un personnage seul ou un personnage qui fait partie d'un ensemble qu'on peut appeler le couple ou un ensemble plutôt de groupe. Une des manières de construire votre personnage, c'est vous baser sur quelqu'un qui existe déjà. Ça, c'est la base. Vous observez au travail, dans vos familles, dans la rue, vous observez et vous choisissez quelqu'un qui pourrait être votre personnage sur qui vous pouvez vous calquer. Voilà, il y a aussi voilà, certains exercices qu'on peut faire dans des cours de théâtre où on choisit un animal. Et l'animal, ça peut être aussi bien être votre personnage, ses états et la manière dont il
met en branle son cerveau, mais ça peut être aussi, voilà, aussi quelque chose de physique. Votre personnage, n'ayez pas peur de... Ne confondez pas, surtout, l'archétype et le stéréotype. Partez sur des archétypes. Le stéréotype, c'est autre chose. L'archétype, ça permet d'avoir des grandes lignes. Ça permet de pouvoir vous construire votre personnage en agrandissant, en faisant toujours plus. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, car comme je vous l'ai déjà dit, c'est plus simple ensuite d'enlever que de rajouter. Donc, faites un personnage, aussi grossier soit-il, aussi... voilà, mais faites votre personnage et ensuite on peut faire des adaptations. Pensez à sa relation aux autres. Donc là aussi, comme je vous l'ai déjà demandé, essayez de voir les rapports de force entre votre personnage et tous les autres personnages qu'il croise dans la pièce. Par exemple, en prenant le rôle de Françoise, le rôle d'Odette, euh, d'accord, elle est introvertie, elle est timide. Ça peut être une force, ça peut être une faiblesse. Quel est son rythme par rapport aux autres événements dans la pièce? euh, la concierge. La concierge, elle a un rôle extrêmement complexe puisque elle se définit et elle se situe toujours par rapport aux gens avec qui elle a affaire dans la pièce. Donc là aussi, je ne sais pas moi, pour la concierge, moi le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le chien de berger. Euh, J'avais un ami qui avait un chien de berger et ce chien de berger il devenait fou parce que quand on faisait des grandes fêtes chez lui, vous savez, les grandes fêtes où il y a plein de gens dans plusieurs pièces différentes, le chien il devenait fou parce que son instinct c'était de rassembler les gens. Est-ce que la concierge c'est ça? Est-ce que c'est un espèce de berger qui essaye de garder le contrôle sur tous ses moutons partout? Est-ce que la concierge, est-ce que c'est un vigile? Et quel type de vigile est-ce que c'est, cette concierge? Par exemple, au Carrefour Market, en bas de chez moi, le vigile, il bouge tout le temps, il suit les gens, il les regarde. Et par contre, au Casino Shop, qui est un peu plus loin de chez moi, le vigile, lui, il bouge pas. C'est une espèce de statue du commandeur qui regarde. Et une fois qu'il voit quelque chose, hop, il vient. Donc il y a toutes ces choses-là à prendre en compte quand vous êtes un personnage seul. Ce personnage seul, il a aussi différentes manières d'entrer en contact avec les autres personnages. C'est pour ça que j'utilise souvent la comparaison du spaghetti, le syndrome du spaghetti. Alors qu'est-ce que le syndrome du spaghetti? Un spaghetti, quand vous le sortez de sa boîte Barilla ou Panzani, il est dur. Si vous le mettez dans l'eau pendant 2 minutes, il n'est plus aussi dur que ça, mais il reste quand même assez stable. Et quand vous le faites trop cuire, il devient entièrement mou. Ce qui veut dire que votre personnage, quand il rencontre quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui reste droit et fier? Est-ce que c'est quelqu'un qui tangue un peu? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se fait entièrement manipuler par les autres? Alors que c'est le même spaghetti. Et on peut passer, nous, nos journées, selon les gens qu'on rencontre, selon les gens qui nous influencent, soit on reste droit et stable, soit on vacille un peu, ou soit on devient entièrement mou. Pensez à ça. Pensez à ça quand vous construisez votre personnage. Votre personnage solitaire, votre électron libre, il doit avoir un ensemble d'états, un ensemble de choses qui le
caractérise quand il est seul, mais il y a aussi tout ce qui se passe quand il rentre en contact avec les autres personnages de la pièce. Et pour finir, on va parler d'un personnage assez particulier qui est le personnage de l'huissier. Alors l'huissier, en fait, il n'a rien de particulier, ça serait un personnage seul, un électron libre. Mais dans notre cas, il est joué par deux acteurs différents. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil que pour la construction d'un personnage seul, il faut seulement que vous vous mettiez d'accord. Physiquement, de toute façon, ça sera, on va dire, un personnage qui peut être apparenté au théâtre masqué ou au théâtre grimé, parce que vous aurez un truc extrêmement reconnaissable, vraisemblablement un long manteau et un chapeau pour vous définir. Ensuite, ce qu'il faut que vous définissiez, c'est les axes de ce fameux huissier. Il y a l'axe de pouvoir. Au tout début de la pièce, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui a la connaissance, c'est un homme qui arrive à magouiller, c'est un homme charmeur par sa connaissance. En revanche, vers la fin de la pièce, quand c'est Jérôme qui le joue, ce même huissier a une faiblesse. Ce huissier a la faiblesse du fait qu'il est puceau. Il est puceau et apparemment il a peut-être des choses à régler avec sa maman, ce garçon. Donc là aussi, c'est comment est-ce que la puissance de l'huissier se transforme en une espèce de timidité, de pudeur, de honte dans ce même personnage vers la fin de la pièce. En gros, l'huissier, ce qu'il faut définir, c'est son rapport au pouvoir et son rapport aux femmes et au sexe. Françoise Odette doit, elle, je pense, définir beaucoup son rapport au monde. L'axe de travail de son personnage, c'est ça, c'est sa place dans le monde, sa place en tant qu'introverti, sa place et quelle est sa force, enfin les forces et les faiblesses des personnes qui sont introverties. Ensuite, il y a deux personnages qui malgré tout se ressemblent beaucoup, c'est Laurent et la concierge. Ce sont des personnages qui rentrent beaucoup en contact avec les autres personnes de la pièce. Et donc, eux, plus que tout, il faut qu'ils définissent ce que veulent leurs personnages, que ce soit dans la durée de la pièce ou plus grandement dans leur vie. Pourquoi est-ce que c'est ça et pas autre chose qu'ils veulent? Et quelles sont les actions qu'ils ont choisi d'accomplir pour atteindre leur objectif? Et quels sont les obstacles? Et ça, c'est très intéressant, car la concierge a des obstacles, alors que par son déguisement et par son détachement, Laurent, lui, a des déguisements et donc des solutions pour contourner les obstacles. En gros, la concierge reste très terre à terre, très bornée, alors que Laurent a décidé de s'amuser. Et voilà, donc fin de cette vidéo concernant les mouvements, les équilibres, les rythmes et la construction de vos personnages, qu'ils soient seuls, en couple ou en structure beaucoup plus rappelant le chœur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite de profiter du soleil qui est revenu. Et ça, c'est pas mal du tout et à bientôt.